Avant de prendre une décision importante dans notre vie, ou quand on veut faire un grand pas, on l'étudie bien. On réfléchit aux défis que l'on pourrait rencontrer et on considère aussi les conséquences possibles. C'est le comportement normal. Mais il y a des gens qui ne pensent pas de cette manière. Dès qu'une idée leur vient à l'esprit, ils l'appliquent immédiatement sans aucune réflexion ni analyse préalable. L'histoire d'aujourd'hui concerne une personne de ce type, ce qui fait qu'il est probablement l'un des criminels les plus stupides du monde. Cette histoire peut sembler absurde, mais à la fin, vous comprendrez tout. Bonjour à tous, je suis Pierre et bienvenue sur la chaîne Mister Pierre. Pour les nouveaux venus qui aiment les histoires, cette chaîne vous propose 2 histoires par semaine, tous les lundis et jeudis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle histoire est publiée. Et bien sûr, de cliquer sur le bouton j'aime. Sans plus tarder, commençons. Il y avait une femme nommée Cheryl Petrie, âgée de 33 ans. Elle était divorcée et avait 2 enfants, une fille de 9 ans et un petit garçon. Cheryl vivait avec ses enfants à Washington et travaillait dans 2 emplois pour assurer une vie décente à sa famille. Pendant la semaine, elle travaillait dans un magasin de vente de voitures d'occasion et les samedis et dimanches, elle était caissière dans un magasin appelé Bee Gees Market, qui vendait des produits alimentaires, des articles de nettoyage et autres. Bien qu'elle vivait dans ces conditions difficiles et jonglait entre 2 emplois en plus de s'occuper de ses 2 enfants, personne ne l'avait jamais vue en colère. Cheryl semblait être l'une des personnes les plus heureuses, toujours souriante et énergique, et tout paraissait bien aller pour elle. En plus d'être toujours joyeuse et de diffuser des ondes positives, elle aimait faire le bien. Elle croyait fermement au principe que celui qui ne donne pas quand il a peu, ne donnera jamais quand il aura beaucoup. Et bien qu'elle fût toujours occupée, elle était toujours prête à aider si quelqu'un avait besoin d'elle. Cheryl aimait aider les gens en général. Par exemple, si elle apprenait que quelqu'un était malade, elle cuisinait pour lui et lui apportait de la nourriture. Si quelqu'un rencontrait un problème, elle essayait de l'aider à le résoudre. Naturellement, elle aidait aussi financièrement dans la mesure de ses moyens. Comme vous l'avez entendu, Cheryl vivait paisiblement avec ses enfants. Elle ne manquait de rien et semblait heureuse. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Et parfois, quelqu'un vient bouleverser complètement la situation. Le 15 octobre 1988, vers 21h, Cheryl était, comme d'habitude, au magasin où elle travaillait, que j'ai mentionné précédemment, le Bee Gees Market. Une étudiante universitaire qui vivait près du magasin est venue ce soir-là. Elle fréquentait régulièrement le magasin et était amie avec Cheryl. Lorsqu'elle avait emménagé pour la première fois dans le quartier, elle avait rencontré Cheryl en passant devant le magasin. Depuis, elle venait presque tous les jours lui rendre visite et discuter avec elle de sa journée, de ses cours à l'université, de ses amis et de ses problèmes familiaux. Cheryl était devenue comme un puits de secrets pour cette jeune femme. Ce soir-là, la jeune femme a annoncé à Cheryl qu'elle allait quitter son appartement situé près du magasin pour s'installer dans un nouveau bel appartement. Elle s'est plainte que le nouvel appartement était vide et qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter des meubles. Elle avait besoin de travailler pour pouvoir s'acheter ce dont elle avait besoin. Cheryl, avec son grand cœur, lui a dit « Je vais te donner quelques meubles que je n'utilise plus chez moi. Et je vais aussi te prêter quelques ustensiles de cuisine pour que tu puisses t'en servir en attendant de pouvoir acheter ce qui te convient. » Puis, elle lui a offert une boîte de chocolat en guise de félicitations pour son nouvel appartement. Cependant, la jeune femme a refusé et a dit « Ce n'est pas grave. Je vais essayer de gagner de l'argent et de chercher un travail pour acheter mes meubles moi-même. » Elle a ajouté que le chocolat que Cheryl lui avait offert devait être payé. Mais Cheryl a insisté en lui disant « Tu es comme ma petite sœur, alors si je t'aide, c'est comme si j'aidais ma propre sœur. » L'étudiante était très touchée par la gentillesse de Cheryl. Elle l'a remerciée chaleureusement et l'a embrassée. Elles ont convenu que la jeune femme viendrait le lendemain au magasin pour aller ensemble chez Cheryl récupérer les meubles et ustensiles promis. Après le départ de la jeune femme, Cheryl a ouvert son portefeuille, a sorti un peu d'argent et l'a mis dans la caisse du magasin. Cet argent représentait le prix du chocolat qu'elle avait offert à la jeune femme. Elle aurait pu ignorer ce geste et personne ne l'aurait remarqué, mais elle a choisi de payer pour cela, car c'était dans sa nature d'avoir une moralité élevée. Vers 23h,
Cheryl termina son travail et prit la route pour rentrer chez elle. Un trajet d'environ 1 heure depuis son lieu de travail. Sa maison, petite et située à l'extérieur de la ville, se trouvait en pleine nature. C'était un endroit magnifique pour y vivre, mais malheureusement, assez dangereux en raison des nombreux crimes qui s'y produisaient. Tout récemment, un homme avait été tué dans les environs. Mais Cheryl n'avait pas les moyens financiers de déménager ailleurs. Elle luttait pour subvenir à ses besoins quotidiens. Ce soir-là, son ex-mari, Ronald, décida de lui rendre visite pour lui demander pardon, dans l'espoir de la reconquérir. Bien qu'il vivait avec une autre femme, il ne parvenait pas à oublier Cheryl. Son plan était de lui demander pardon avant de quitter sa nouvelle compagne. Si Cheryl acceptait ses excuses, il prévoyait de mettre fin à sa relation actuelle. Ce soir-là, il était très nerveux et regardait sans cesse l'horloge, attendant que 23 heures sonnent. Il voulait lui offrir des fleurs, lui parler et lui demander de lui pardonner, avouant qu'il savait avoir fait des erreurs et qu'il avait besoin d'elle dans sa vie. Depuis qu'il l'avait quittée, sa vie lui semblait sombre et dénuée de sens. Il souhaitait savoir s'il y avait une chance de se réconcilier, pour que leurs enfants puissent vivre ensemble avec leurs 2 parents. Ce soir-là, les enfants étaient avec lui pour passer le week-end, et leur mère devait les récupérer le dimanche soir pour les préparer pour l'école du lundi. Vous vous demandez peut-être pourquoi, s'ils l'aimaient autant, ils avaient divorcé. C'est en réalité Cheryl qui avait demandé la séparation en raison des actions de Ronald. Maintenant, je vais vous raconter leur histoire et expliquer pourquoi ils se sont séparés. Cheryl et Ronald se sont rencontrés pour la première fois en 1976. Ronald travaillait dans la marine, il était grand, beau et avait beaucoup de succès auprès des femmes. Cependant, Ronald était ce qu'on appelle un coureur de jupons. Il trompait systématiquement ses compagnes, peu importe la situation. Quand il mentait pour se justifier, ses mensonges ne tenaient pas toujours. Puis, il rencontra Cheryl. Dès le premier regard, elle tomba amoureuse de lui. Malgré sa réputation d'homme infidèle, elle n'y prêta pas attention, surtout parce qu'elle manquait de confiance en elle et ne se trouvait pas très belle. Elle pensait que les hommes ne s'intéressaient pas à elle et avait peur de rester célibataire toute sa vie. Ainsi, quand Ronald lui proposa un rendez-vous, elle accepta immédiatement, malgré les rumeurs qu'elle avait entendues à son sujet. Leur relation évolua rapidement et Ronald demanda Cheryl en mariage. Ils eurent une première fille. Mais juste après la naissance de leur fille, Ronald retomba dans ses anciennes habitudes et recommença à tromper Cheryl. Comme le dit l'adage, chasser le naturel, il revient au galop. Sa maîtresse de l'époque était également mariée. Un jour, elle lui demanda de tuer son mari pour qu'ils puissent vivre ensemble. Effectivement, Ronald mit fin à la vie de son rival. Lorsqu'il fut arrêté par la police, Ronald n'avoua rien, et les enquêteurs ne purent déterminer avec certitude s'il avait commis le meurtre lui-même, s'il avait engagé quelqu'un ou s'il avait agi en complicité avec un autre. Cependant, ils étaient convaincus que Ronald avait joué un rôle dans ce crime, même s'ils ne pouvaient pas en préciser les détails exacts. Finalement, il fut condamné à 6 ans de prison. Pendant cette période, Cheryl demanda le divorce, qui fut prononcé par le tribunal. À ce moment-là, elle n'avait qu'une fille. Après son incarcération, Ronald regretta profondément ses actes. Il se dit « J'avais une belle famille, une femme aimante et une fille, et j'ai tout détruit. » Il commença à envoyer des lettres à Cheryl pour lui demander pardon et tenter de se racheter. Il lui écrivait des messages comme « Je n'oublierai jamais ce que je t'ai fait subir. Tu es une personne au grand cœur et tu mérites d'être traitée comme une princesse. » Bien sûr, il clamait également son innocence, affirmant que les accusations étaient fausses et qu'il avait été injustement accusé. Cheryl, touchée par ces lettres, commença à lui répondre et finit par lui pardonner. Elle alla même le visiter en prison. Après avoir purgé sa peine de 6 ans, Ronald fut libéré et ils se remarièrent. Cheryl eut un autre enfant, un garçon cette fois. Au début, tout semblait bien se passer. Mais une fois encore, Ronald retomba dans ses travers et recommença à la tromper. Cette fois, ce fut la goutte de trop. Cheryl décida de le quitter définitivement, emmenant ses enfants et s'installant loin de lui. Elle se battait chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, elle n'empêchait pas ses enfants de voir leur père. Quand il venait les chercher pour passer le week-end ou les emmener en balade,
elle les lui confiait volontiers. C'est l'histoire de Cheryl et Ronald. Depuis leur dernière séparation, Ronald n'a cessé de chercher une manière de revenir vers Cheryl et de lui demander pardon une fois de plus. Conscient de ses erreurs passées, il préférait attendre le bon moment plutôt que d'insister constamment. Et cette nuit-là, le 15 octobre 1988, comme je vous l'ai raconté, Cheryl est rentrée du travail chez elle. C'est à ce moment-là que Ronald a décidé d'aller lui demander pardon dans l'espoir qu'elle revienne vers lui. À 11 heures précises, Ronald était assis et a regardé l'heure, constatant qu'il était temps. Il s'est levé rapidement pour partir. Mais il a ressenti un vertige intense, car Ronald souffrait d'hypotension artérielle. Sa tension baissait souvent au point qu'il ne pouvait pas se déplacer. Parfois, lorsqu'il se levait soudainement, il perdait l'équilibre et tombait par terre, restant ainsi un moment avant de retrouver son état normal. Ce qui lui est arrivé cette nuit-là, c'est qu'en se levant pour aller voir Cheryl, il a eu un étourdissement et est tombé au sol. Lorsqu'il a repris ses esprits, sa vision était floue. Il ne voyait plus clairement. Il s'est alors dit « Pas de souci, je n'irai pas voir Cheryl ce soir. Je m'excuserai demain et tout ira bien. » Ronald est monté dans sa chambre et s'est endormi. Le lendemain, le dimanche 16 octobre 1988, à 7 heures du matin précisément, Cheryl devait être devant le magasin Big J Market pour l'ouvrir et commencer son travail. Des clients se sont présentés au magasin, y compris une étudiante à qui Cheryl avait promis de donner des meubles et quelques ustensiles. Mais ils ont trouvé le magasin fermé et Cheryl n'était pas là, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Elle arrivait toujours à l'heure, parfois même avant pour nettoyer le magasin avant de commencer son travail. Personne ne comprenait ce qui se passait, car la veille, Cheryl n'avait montré aucun signe de maladie qui aurait pu expliquer son absence. Après un moment, les autres employés sont arrivés, ont ouvert le magasin et ont continué leur travail normalement. Le patron du magasin a tenté de joindre Cheryl sur son téléphone fixe, car nous parlons des années 80, une époque sans téléphone portable. Comme je l'ai déjà mentionné, il a appelé sur son téléphone fixe, mais elle n'a pas répondu. Finalement, il lui a laissé un message vocal. « Bonjour Cheryl, est-ce que tout va bien? Pourquoi n'es-tu pas venue travailler aujourd'hui ?» Ils se sont dit qu'il lui était peut-être arrivé quelque chose d'imprévu. Alors chacun a poursuivi sa journée normalement. Dans l'après-midi de ce jour-là, vers 3 heures, Cheryl devait aller chez son ex-mari pour récupérer ses enfants et les ramener avec elle, car le lendemain, c'était lundi, jour d'école. Ronald commençait à s'impatienter en l'attendant pour 2 raisons. Premièrement, pour lui remettre les enfants, bien sûr, et deuxièmement, pour mettre en œuvre son plan brillant élaboré la veille. Il voulait lui avouer ses erreurs et lui demander pardon, mais il avait été pris de vertige et était allé se coucher. Cependant, elle n'est pas venue. Il s'est dit qu'elle avait peut-être eu un retard au travail, ignorant qu'elle n'avait pas été au travail ce jour-là. À 6h30 du soir, Cheryl n'était toujours pas arrivée. Ronald a décidé de l'appeler pour vérifier si elle était à la maison. Malgré ses appels, elle ne répondait pas. Il lui a laissé un message vocal disant « Où es-tu, Cheryl? Pourquoi n'es-tu pas venue chercher les enfants ?» Il ne cessait de penser à elle, se demandant où elle était, ce qu'elle faisait. Ce n'était pas dans ses habitudes d'être en retard, surtout pour récupérer ses enfants. Épuisé d'attendre, il a finalement appelé la police pour signaler sa disparition. La police, bien sûr, s'est rendue chez Cheryl et Ronald les a accompagnés en leur donnant un double des clés pour ouvrir la porte. Elle lui avait laissé ce double des clés. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, tout semblait normal. Aucune trace de désordre ou d'effraction. Rien n'avait été volé. Tout était à sa place. La police a alors vérifié le répondeur téléphonique de Cheryl, espérant y trouver des indices. Ils ont trouvé plusieurs messages de ses amis s'inquiétant de son absence, de son patron lui demandant pourquoi elle n'était pas venue travailler, et de sa fille lui disant « Bonne nuit, maman, je t'aime beaucoup ». Il y avait aussi un message de son ex-mari qui disait « Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu chercher les enfants ?» Mais un message a particulièrement attiré leur attention et a éveillé leurs soupçons, pensant qu'il pourrait être lié à la disparition de Cheryl. C'était un message vocal d'un homme disant qu'il avait trouvé son sac à main dans un lac appelé Onion Lake, un lieu bien connu. Il disait « Je ne sais pas si quelqu'un l'a volé et jeté là-bas, ou si tu es venu et l'as oublié.
Le sac contient tous tes papiers, et c'est grâce à ces papiers que j'ai pu obtenir ton numéro de téléphone fixe. N'hésite pas à me contacter dès que tu le pourras pour que nous puissions nous rencontrer et que je te rende ton sac. » Ronald a informé la police que Cheryl n'allait jamais à ce lac, ni ailleurs, car elle n'avait ni le temps ni l'argent pour cela. Il a ajouté « Sa vie se concentre uniquement sur ses enfants, le travail et la maison. Il n'y a aucune raison pour qu'elle aille à ce lac et y perde son sac. » La police a pris contact avec l'homme qui avait envoyé un message vocal disant « Appelle-moi, je te rendrai ton sac. » Ils l'ont emmené au poste et ont découvert qu'il avait effectivement trouvé le sac de Cheryl dans ce lac. Alors, ils ont décidé d'aller au lac pour chercher la voiture de Cheryl, car cet homme avait trouvé son sac là-bas. Cela signifiait probablement qu'elle s'y était rendue pour une raison quelconque et avait laissé sa voiture sur place. Le problème qui les inquiétait était que cet endroit était toujours rempli de monde et de voitures, des milliers de véhicules. Trouver la voiture de Cheryl au milieu de cette foule était une tâche très difficile. Malgré cela, ils se sont mis à chercher dans toute la zone. Le 19 octobre 1988, 3 jours après la disparition de Cheryl, la police a finalement réussi à retrouver sa voiture près du lac. En fouillant l'intérieur, ils n'ont trouvé aucun signe indiquant que Cheryl avait été blessée. La voiture était simplement garée là, comme si Cheryl l'avait stationnée et était partie ailleurs. Cependant, en fouillant davantage, ils ont senti une odeur nauséabonde venant du coffre. Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont découvert le corps de Cheryl. Il semblait qu'elle avait été battue à mort. Ronald, son ex-mari, a été choqué par la nouvelle. Et il n'était pas le seul. Tous ceux qui la connaissaient étaient sous le choc. Comment une femme douce et gentille comme Cheryl pouvait-elle mourir de cette manière? Qui pouvait lui en vouloir, alors qu'elle était toujours aimable avec tout le monde? Quant à ses enfants, leur état après avoir perdu la personne la plus chère de leur vie est facile à imaginer. La police a immédiatement entamé ses investigations. Le premier suspect était naturellement son ex-mari, Ronald. D'abord parce qu'il était son ex-mari, et la police pensait qu'il y avait peut-être eu des conflits entre eux, ce qui aurait pu le pousser à la tuer. De plus, il avait déjà été emprisonné pour avoir tué le mari d'une de ses amantes. Ronald a déclaré « J'aimais beaucoup mon ex-femme et je n'aurais jamais pu lui faire du mal. » Il leur a dit que la nuit de la disparition de Cheryl, il comptait se rendre chez elle pour s'excuser et tenter une réconciliation. Mais il avait ressenti une baisse de tension et des vertiges, ce qui l'avait empêché de quitter la maison. Il est allé se coucher et n'a quitté sa chambre que le lendemain matin. Il a ajouté « Vous pouvez venir fouiller ma maison, interroger ma compagne et tous les voisins, et vous verrez que je n'ai pas quitté la maison de toute la nuit. » Effectivement, après l'avoir interrogé pendant des heures, la police a conclu qu'il était innocent. La nuit du meurtre de Cheryl, il était resté chez lui sans en sortir, et plusieurs témoins l'ont confirmé. Par la suite, la police l'a relâché et il est retourné chez lui. Cependant, bien qu'il ait été relâché, Ronald continuait à se rendre régulièrement au poste de police pour demander des nouvelles de l'enquête. Il leur disait « Je ne serai pas en paix tant que vous n'aurez pas attrapé le coupable. » Ensuite, la police a interrogé littéralement toute personne qui connaissait Cheryl, sa famille, ses amis, ses collègues. Mais personne ne semblait suspect, et personne n'avait agi d'une manière qui aurait pu prouver son implication dans le crime. Au contraire, tout le monde était profondément attristé par la mort de Cheryl. 1 an s'est écoulé sans que la police ne parvienne à identifier le meurtrier. Puis, un jour, un journaliste a appelé la police. Il a raconté qu'il avait reçu un appel d'un inconnu affirmant « C'est moi qui ai tué Cheryl ». L'appel s'est terminé abruptement, sans aucune autre information. Le journaliste a transmis ces détails à la police. Pour tenter d'obtenir plus de réponses, la police a publié un article sur cet appel dans un grand journal, espérant que l'auteur de l'appel se manifesterait à nouveau. Cependant, cela n'a rien donné. Ils ont attendu longtemps, mais personne n'a rappelé. Un jour, un collègue de travail de Cheryl a appelé la police et a signalé qu'un autre employé, Albie Bratzweller, semblait toujours la surveiller au travail. Il paraissait épris d'elle et ses comportements étaient étranges, suggérant un possible trouble mental, ce qui inquiétait ses collègues. Quand la police a demandé des précisions, le collègue a ajouté qu'Albie ne s'était pas présenté au travail le jour de la disparition de Cheryl et qu'il était venu le lendemain avec une main bandée. La police a alors pensé avoir trouvé le coupable. Ils l'ont convoqué et lui ont demandé comment il s'était blessé.
Albie a répondu « Je me suis blessé en pêchant avec des amis ». Il a donné les noms de ses amis, et quand la police les a interrogés séparément, tous ont confirmé la même histoire. Albie s'était coupé en pêchant. Faute de preuves, la police n'a pu l'inculper, même si son comportement restait suspect. Et 14 ans ont passé depuis le meurtre de Cheryl. Un jour, en 2002, un détenu dans une prison a dit au gardien « Cela fait 14 ans qu'une dame nommée Cheryl a été tuée, et je sais qui l'a tuée, mais je ne dirai rien tant que les enquêteurs ne viendront pas me voir. » Effectivement, les enquêteurs sont venus le voir et lui ont demandé « Allez, dites-nous, qui a tué Cheryl ?» Il leur a répondu « Celui qui l'a tué s'appelle Frédéric Mackay, et c'est mon compagnon de cellule, actuellement incarcéré pour trafic de drogue. » Il leur a raconté qu'il avait entendu Frédéric se vanter devant les autres détenus en affirmant qu'il avait tué Cheryl 14 ans auparavant et que, jusqu'à présent, personne ne savait qu'il en était l'auteur. Au début, la police n'a pas cru cette histoire, mais quand ils ont amené Frédéric et l'ont pressé de questions, il a fini par avouer qu'il était effectivement celui qui avait tué Cheryl 14 ans auparavant. La question maintenant est la suivante. Pourquoi l'a-t-il tué? Qui est cet homme? Et quel est son lien avec Cheryl? Le meurtre en lui-même n'est pas ce qui est choquant, mais ce que vous allez entendre maintenant est ce qui va vous surprendre. La tragédie qui est arrivée à Cheryl cette nuit-là n'aurait pas eu lieu sans la stupidité de quelqu'un. Maintenant, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Le 15 octobre 1988, Cheryl rentrait de son travail à la maison, comme elle le faisait habituellement. Lorsqu'elle est descendue de sa voiture pour rentrer chez elle, Frédéric l'a attaquée et a commencé à la traîner de force pour la mettre dans le coffre de sa voiture. Cheryl a résisté avec acharnement pour lui échapper, mais il était plus fort qu'elle et a réussi à la mettre dans le coffre. Ensuite, il a commencé à la frapper jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Parce que Cheryl tentait de résister, il a continué de la frapper jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite, il a fermé le coffre, pris la voiture et l'a abandonnée près du lac, laissant aussi son sac à main sur place. Le lendemain, quelqu'un a trouvé le sac abandonné et en l'ouvrant, il a découvert tous ses papiers, y compris le numéro de téléphone de sa maison. C'est ce numéro que l'homme, mentionné précédemment, a utilisé pour envoyer un message vocal à Cheryl en disant qu'il avait trouvé son sac et lui a proposé de le lui rendre. Ce message a été entendu par la police, qui s'est rendue au lac où ils ont trouvé la voiture de Cheryl. Voilà ce qui est arrivé à Cheryl. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce n'est pas ce qui était censé lui arriver. Je vais maintenant vous expliquer en détail ce qui aurait dû se passer. Comme je vous l'ai dit plus tôt, son ex-mari, Ronald, voulait ce soir-là lui demander pardon et la supplier de revenir vers lui pour se remarier. Son plan était de payer Frédéric, l'homme qui a tué Cheryl, pour qu'il la kidnappe et l'emmène quelque part. Ensuite, Ronald arriverait comme un héros et dirait à Frédéric « Pourquoi l'as-tu kidnappé ?» Et puis il se battrait avec lui et le mettrait à terre pour la sauver, comme un vrai héros. Ronald pensait que Cheryl serait très heureuse et lui dirait « Merci de m'avoir sauvé, je t'aime beaucoup » et qu'elle accepterait de revenir avec lui. Mais Ronald n'a pas expliqué à Frédéric que le kidnapping faisait partie d'un plan pour reconquérir son ex-femme. Il lui a seulement dit « Enlève-la » sans lui donner plus de détails. Il ne lui a pas dit « Je veux juste récupérer mon ex-femme et l'enlèvement est une simple mise en scène. » Il lui a donné l'argent et l'adresse de Cheryl en disant simplement « Enlève-la ». Quelques jours avant le meurtre de Cheryl, Frédéric et Ronald sont allés ensemble acheter des cordes et d'autres fournitures pour l'enlèvement, afin que Frédéric puisse accomplir la mission. Lorsque Frédéric est allé enlever Cheryl, la pauvre femme se défendait de toutes ses forces, mais Frédéric l'a battue à mort, pensant que Ronald voulait qu'elle soit tuée. Pendant ce temps, Ronald était chez lui, et quand il est arrivé le moment de mettre en œuvre son plan héroïque et d'aller sauver son ex-femme, il s'est senti étourdi et est allé se coucher. Quand la police a décidé d'arrêter Ronald pour le meurtre de sa femme Cheryl, ils ont découvert que Ronald était déjà en prison et qu'il avait été condamné à 25 ans. Il n'était pas emprisonné pour le meurtre de Cheryl, mais pour une autre affaire. Après cette catastrophe qui a conduit à la mort de Cheryl, Ronald s'est marié avec une autre femme et a eu des enfants avec elle, mais il l'a également trompée. Elle a découvert sa trahison et l'a quittée. Quand il a voulu la reconquérir et se remarier avec elle, il a commencé à lui rendre visite pour la convaincre.
mais elle a refusé. À ce moment-là, il a eu une autre idée intelligente, ou plutôt stupide. Son plan était de payer quelqu'un pour kidnapper son fils, puis il viendrait en héros, sauverait l'enfant et le rendrait à sa mère. Il pensait qu'elle serait très heureuse et le remercierait, et qu'elle accepterait de revenir avec lui. Mais son plan a échoué encore une fois, et il a été arrêté et condamné à 25 ans de prison. En 2002, 40 années supplémentaires ont été ajoutées à sa peine pour le meurtre de Cheryl. Quant à Frédéric, qui a tué Cheryl, il n'a été condamné qu'à 20 ans de prison. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.